Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve la GOAT Family? J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Alors là, on va parler de l'UFC 273, la soirée de MMA qui a eu lieu à Jacksonville la nuit dernière. Et bien sûr, je préfère dire ça d'avance, c'est une réaction à chaud. À chaud. Donc les gars, faut se calmer, faut aller doucement dans les réactions en commentaire. On n'a pas encore eu le temps de revoir les combats, mais je peux déjà dire une chose. Pour ma part, après un premier visionnage en direct des combats, il n'y a pas eu de vol. Je m'explique. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on apprend pas mal de choses sur l'un des prospects des contenders de la catégorie welterweight, et notamment des révélations en termes techniques sur le champion actuel de la catégorie bantam. Tout d'abord, j'aimerais commencer par le combat Sterling-Yan. Combat très anticipé, très anticipé. Je ne vais pas vous mentir, comme beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et même comme beaucoup d'amis ou d'amis combattants avec lesquels j'ai pu échanger au cours de cet événement, à la fin du 5e round, j'étais persuadé que Petr Yan avait fait ce qu'il fallait pour obtenir la victoire et récupérer ses ceintures. C'est-à-dire que, mis à part 2 rounds où il s'est fait surclasser d'un point de vue stratégique et notamment en termes de grappling au sol, il avait pour moi l'agressivité du champion, l'efficacité en termes d'impact, en termes de volume, certes, il aurait pu mieux faire, mais dans le dernier round, j'ai trouvé que en prenant en compte le temps de contrôle au sol en position dominante, Petr Yan avait su récupérer l'avantage sur la fin et les dernières minutes du dernier round, quand il a neutralisé Sterling en prenant son dos partiellement. De là, je me suis dit, c'est short pour Sterling. Ensuite, il s'est passé la décision qui a fait tellement de bruit sur les réseaux sociaux et la victoire par décision partagée de Sterling. Alors ça m'a pas tant choqué que ça. Et au début, je me suis dit c'est peut-être à cause du fait que le 2e round était très à l'avantage de Sterling. Sur les réseaux, j'avais dit que c'était peut-être un 18. Mais quand j'y repense, je ne pense pas que ce round-là valait un 18. Car il n'y a pas eu de dommages conséquents, juste un contrôle très efficace de Sterling et des tentatives de soumission, toutes défendues par Petr Yan. Ceci étant dit, j'ai vu qu'ils avaient leak la scorecard pour ce combat-là. Et là, il y a pas mal de choses qui s'expliquent, notamment un point dont je vous avais averti, les gars, dans le dernier podcast avec Azael et Nassim, où j'avais dit le contexte est différent. Sans parler du fait que Sterling est chez lui, cette fois-ci, il est champion, les gars. Il est champion. Et là, il y a 2 juges qui ont donné le premier round à Sterling. Ce fameux premier round que moi, je donnais à Yan. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont donné à Sterling? Il y a un juge qui l'a donné à Yan et les 2 autres l'ont donné à Sterling. Donc, pour le coup, ça fait 3-2. C'est pas si affolant que ça, les gars. Je sais, pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, c'est round 1, round 4 et round 5 à Petr Yan. Personnellement, j'étais de cette télé à la fin du combat et je le suis probablement encore. Maintenant, on est à l'UFC. Et à l'UFC, je vous ai parlé de ce fameux event entre Robert Whittaker et Israel Adesanya où ils aiment bien, entre guillemets, favoriser un champion attentiste et donner des rounds à un champion qui est sur le reculoir qui ne prend pas de coups significatifs. Ce qu'avait fait la polémique lors du combat Adesanya Whittaker. Pourtant, c'était pas si polémique que ça et c'est pas si affolant de le donner à Adesanya ce combat-là. Et sur ce premier round, c'est la même thématique qui est entrée en jeu. Certes, Petr Yan était plus agressif, c'était le plus entreprenant. Il voulait chercher le coup dur. Il a parfois envoyé des middle kicks puissants et des coups puissants. Mais avancer, avoir le ring control et encaisser plusieurs middle de la part du champion dans un contexte, on est à Jacksonville, aux États-Unis, à l'UFC, malheureusement, ce round-là, pour la majorité des juges, va à Sterling. Ça, je l'avais énoncé. J'avais énoncé dans une des vidéos, malheureusement, qui a été flag par YouTube. Du coup, j'ai dû la supprimer. Je mettrai probablement un extrait. Sterling allait entamer ce combat-là sur le reculoir. Il n'a plus besoin d'être aussi entreprenant qu'au premier combat. C'est différent, très différent de leur première confrontation. Les contextes psychologiques sont complètement inversés. Comme je vous ai dit, dans la première confrontation, dans les 2 premiers rounds, c'est Sterling qui appliquait une pression sur le champion, car c'est lui qui devait aller chercher cette ceinture. Là, ce n'est plus le cas. Il n'a plus qu'à la défendre. Du coup, on se retrouve avec l'agresseur qui devient l'agressé. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Sterling va pouvoir, entre guillemets, préserver un peu plus son cardio sur les 2-3 premiers rounds et embêter un peu plus un Petr Yan sur les 3 et 4e rounds qui est le championship round qui vaut beaucoup avec ses changements de niveau. Et on voit que
techniquement, d'un point de vue intrinsèque MMA pur, il n'y a pas un si grand écart que ça en termes de lutte et de striking entre l'américain et le russe. Ce qui fait qu'un contexte favorable comme celui-ci, dans lequel Aljamain Sterling va pouvoir être un peu plus en maîtrise, sans avoir à craindre de laisser filer trop de rounds, peut s'avérer plus dangereux et délicat que prévu pour le russe. Et ça, c'est une stratégie qu'a payé. Il y en a beaucoup, j'ai vu qu'on dit Sterling sur le premier round a boxé avec son cerveau pendant que Petr Yan, lui, a combattu avec sa rage, sa colère. Il cherchait le coup dur. Et du coup, il a peut-être laissé filer ce round-là dans le paradigme et dans le référentiel de pensée, je le répète, de l'UFC à Jacksonville. Parce que ce round-là, t'es dans n'importe quelle autre organisation, il va forcément à Petr Yan. Dans un contexte différent, dans lequel soit c'est Petr Yan le champion ou les deux n'ont pas de ceinture, il va probablement à Petr Yan ce round. C'est ce que je pense et c'est mon avis. Mais quand je me rappelle ce round-là à chaud, je le répète, Sterling pour moi a été plus efficace en termes de stratégie. Il envoie des middle qui touchent, qui claquent, c'est le champion, il est évasif, il recule, il prend pas de trop de grosses frappes, c'est difficile à noter, mais a priori, dans ce contexte-là, c'est peut-être Sterling qui le prend. Maintenant, là, je vous expose la manière de penser des juges, pas forcément mon avis. Je pense que Yann l'a pris ce round. Mais d'une manière stratégique, ce combat a été réalisé d'une main d'œuvre par Aljamain Sterling. The Funk Master a vraiment produit ce qu'on peut appeler une masterclass stratégique. C'était super impressionnant. Le contrôle, le body lock en triangle, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était impressionnant parce que sur le deuxième et le troisième round, il a su que lorsqu'il ne pouvait pas soumettre Yann, il faisait des dommages. Il envoyait des strikes significatifs. Et ça, à la vue des juges, oh là 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 là, dans le contexte où c'est lui le champion et l'autre champion intérimaire et doit entre guillemets arracher ce titre, ça fait mal. Ça fait très mal. C'est-à-dire qu'on a un premier round qui est, on sait pas trop, mais bon, on va favoriser le champion à Jacksonville, ce qui est logique pour une organisation, et ça, Petr Yan aurait dû le savoir et le prendre en compte. Et ensuite, les deux rounds qui suivent, largement pour Sterling. Et à la fin, on a un Petr Yan qui finit fort. Si on observe la tête de Dana White au moment, regardez, c'est sorti sur les réseaux sociaux, au moment où la décision est dite, il est lui-même dégoûté. Et lui-même donnait ce combat à Petr Yan en disant que les juges ont bâclé cette décision. Je pense pas qu'ils l'ont bâclé. Moi, ça aurait pu aller dans les deux sens. L'UFC, ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien complètement changer la sensibilité de scoring pour un champion. Et ça, fallait faire extrêmement attention, c'était le point pour moi qui permettrait la victoire par décision d'Aljamain Sterling. Ça, c'est mon avis à chaud sur ce combat-là. Je ne pense pas qu'il y ait eu vol. Ça peut aller des deux côtés. Tout dépend de ce que vous définissez comme étant un vol. C'est sûr que oui, c'est un vol si on prend en compte le fait que à Jacksonville, c'est entre guillemets un Jamaïcain américain qui a le statut de champion. On lui favorise le scoring sur le premier round, ce qui pour moi n'est pas du tout aberrant. Pour certains, c'est du vol. Pour moi, c'est pas forcément du vol. Dites-moi votre avis en commentaire, la God Family, sur ce combat-là. C'est mon avis. Passons au deuxième combat qui est super intéressant, les gars. Khamzat Chimaev versus Gilbert Burns. Ce combat-là nous a appris pas mal de choses et a répondu à pas mal de nos questions. Déjà, le 11e de la catégorie qui se retrouve face au deuxième de la catégorie et qui produisent une telle guerre, c'est impressionnant. Deux guerriers. C'était un combat magnifique. Ensuite, Khamzat Chimaev est impressionnant. Sa pression est très imposante pour la catégorie. C'est très très fort. Cependant, je trouve que sa boxe anglaise reste un peu trop approximative pour ce niveau-là. Ça se règle, mais ça reste un peu trop approximatif. C'est pas si problématique que les gens ont pu le laisser croire sur les réseaux. Parce que moi, je pense que c'est plus dû à de l'excitation et à cette envie très forte de mettre KO un Gilbert Burns de manière impressionnante. On a vu, lorsqu'il envoyait certains crochets, certains uppercuts, qu'il s'ouvrait énormément. Si ces crochets, ces uppercuts-là touchaient, attention pour Burns. Attention pour Burns. Mais ça n'a pas touché parce que Burns a magnifiquement géré la distance et les changements de niveau. D'ailleurs, on a vu que Khamzat Chimaev avait du mal à changer de niveau. Juste sur le premier round, il a réussi à l'amener au sol légèrement. Mais ensuite, il avait du mal à changer de niveau tout au long du combat. Burns était préparé. Burns était préparé. Ce qui a permis à Burns de contrer plusieurs fois et de manière assez brutale un Chimaev dans des échanges. Et là intervient le menton et la force mentale de Chimaev qui m'a impressionné. Parce qu'il faut savoir que la différence d'expérience entre les deux était énorme. Et moi, je suis pas dans le paradigme du, je vais pas dire casual, mais du fan de MMA qui était pris par toute cette hype et qui regardait le combat en disant « Bon, Chimaev va l'éteindre au bout de quelques secondes. » Non, non, non. Moi, je regardais ce combat-là en disant « Chimaev est un prospect, 27 ans. T'as un autre qui est très expérimenté, qui est le deuxième de la catégorie. » C'est ça le paradigme, c'est ça le référentiel de pensée. Donc, ce n'est pas forcément choquant, ce genre de guerre. Ce n'est pas forcément choquant le fait que Khamzat Chimaev ait du mal, enfin, du moins rencontre de la
compétition, de la combativité en face de lui. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un flop. Il y en a beaucoup, je vois, qui enterrent Chimaev, qui disent il va se faire détruire par Ousmane. C'est un autre débat. Certes, si il avait eu un Ousmane en face de lui maintenant, et si Dana White avait fait une dinguerie dans le matchmaking, je doute que Khamzat Chimaev, celui-ci, aurait pu détrôner un Kamaru Usman actuel. Maintenant, le fait qu'il ait pris toutes ces salves en boxe anglaise et qu'il ait continué à avancer avec une telle combativité, avec l'envie de finir le combat, pour moi, ça reste très impressionnant. Maintenant, comme disait le coach de Ronda Rousey, head movement. C'est-à-dire qu'il aurait dû être beaucoup plus calme, beaucoup plus attentif, beaucoup plus patient et, à mon avis, il aurait pu cueillir et finir un Burns dans le 2e ou 3e. On a vu qu'il avait la combativité d'un fighter d'élite. Khamzat Chimaev appartient à cette élite top 5, top 3 de la catégorie welterweight. Lorsque le 11e fait ça au 2e, voilà. Maintenant, j'aimerais passer un shout-out à Azaela Judge qui, lorsqu'on a fait les pronos de cet event, avait dit que lui, c'était beaucoup plus partagé que les gens le pensaient sur le coup. Il avait raison. En termes de scoring sur le dernier round, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a un Burns qui, à mon avis, en anglaise, outstrike un Chimaev. On a un Burns qui fait plus de dégâts au niveau de la tête. Mais comme on est dans un contexte où c'est deux challengers et qu'on a un Chimaev qui est très agressif et entreprenant et fait de la touche aussi, c'est-à-dire qu'il arrive aussi à scorer et à mettre toute cette pression sur Burns en le faisant reculer, en étant extrêmement agressif tout au long du combat, le fait qu'il ait remporté le premier et le 3e légèrement, malgré le fait qu'il ait perdu le 2e, pour moi, c'est pas aberrant qu'il le donne à Khamzat. Par contre, ça m'aurait surtout pas étonné qu'il le donne à Gilbert Burns. Ça ne m'aurait vraiment pas étonné. C'était un combat très serré et c'est pas aberrant que ça aille dans un sens ou dans l'autre. Tout comme le dernier combat qu'on vient d'analyser. En MMA, faut arrêter de devenir fou parce qu'il y a une décision qui va dans un sens et pas dans l'autre, juste parce que c'est un combat serré. En boxe anglaise, ça arrive des millions de fois. Ça ne veut pas dire qu'il y a des vols partout. Sinon, il faudrait qu'on s'attende toujours au haut niveau, à des dominations totales, et c'est pas ça le haut niveau, encore moins à l'UFC. C'est très serré. Je comprends qu'il y en ait qui puissent être déçus que Khamzat n'ait pas obtenu le finish. Cependant, on avait un Gilbert Burns de très haut niveau. D'où ce qu'il a proposé, que ce soit en anglaise, notamment de par sa patience et son fight IQ, surtout sur le 2e round, c'était fort. Il a pu exploiter certaines lacunes et surtout la grande prise de confiance et peut-être la sous-estime de son adversaire de Khamzat. Oui, puisque là, Khamzat, il était très enthousiaste, très excité à l'idée de commencer ce combat-là face à Burns. On a vu comment il l'attendait, assis sur la cage avec Darren Till, comment il attendait sa proie tel un vautour. Pour lui, c'était du tout chaud, tout cuit. Et ça, Gilbert Burns l'a utilisé à son avantage. On voit qu'au niveau des head movements, c'était pas tout à fait ça. Il n'était pas aussi sharp qu'il avait l'habitude de l'être, notamment dans son dernier combat, où son changement de niveau est magnifique face à Li Jingliang. Il lui a permis d'esquiver un direct du droit, aller chercher les jambes, le soulever et faire le spectacle. Là, c'était beaucoup trop prévisible avec Gilbert Burns. Ses changements de niveau, ses head movements n'étaient pas aussi sharp, comme disent les Américains, aussi aiguisés qu'ils avaient l'habitude de l'être. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre forcément à Khamzat. Ça arrive, c'est le haut niveau, c'est l'excitation, c'est force qu'il est en train de réaliser. C'est pas aberrant qu'il ait eu la décision. Peut-être que moi j'aurais donné décision partagée parce que ça m'étonne que tous les juges aient vu, on va dire, un 2-1. Ça m'étonne. Mais c'est pas aberrant du tout. Et il faut avoir les arguments pour donner le 3e round à Burns. Les arguments pourraient être, selon moi, le fait qu'il l'ait outstriké en anglaise légèrement. C'est une réaction à chaud, les gars. C'est-à-dire qu'il faut que je renvoie le combat. C'est une réaction à chaud. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il prenne un Kamaru Usman tout de suite? Je ne sais pas. Par contre, Kamaru Usman, si il l'emporte face à Leon Edwards, il faut impérativement qu'il call out Khamzat Chimaev. Ah, ça c'est mandatory. Ça c'est obligatoire parce qu'après une prestation comme ça, The Nigerian Nightmare a dû se frotter les mains. Clairement, il a dû se frotter les mains. Je fais cependant partie de ceux qui pensent qu'avec les ajustements nécessaires, et il n'y a pas tant d'ajustements à faire que ça. C'est vraiment rester vraiment calme, maîtriser, on va dire, son excitation lorsqu'on est dans la cage, s'en tenir au game plan, ne pas trop se précipiter. Khamzat peut obtenir la ceinture des welter. Par contre, le fait de dire qu'il va obtenir la ceinture des welter, ensuite middleweight et light heavyweight comme il l'avait dit, calm down. Car là, ce qui vient de se passer confirme les propos d'avant-combat d'Israël Adesanya en disant il faut qu'il me montre plus. Ça peut être un monstre en welterweight. Est-ce que c'est un monstre en middleweight? Mais moi, je trouve que ça reste quand même une très bonne performance des deux combattants, une très bonne guerre, un combat fantastique, incroyable. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. La hype Chimaev était tellement puissante qu'il y en a qui ont été déçus. Et je vois pas comment on peut être déçu après un combat comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé le combat à la tête froide et au contraire, j'ai été impressionné par Chimaev et par Gilbert Burns. Les deux m'ont impressionné. Les deux appartiennent au top 5, au top 3. Et j'ai hâte de voir ce que Chimaev versus Colby Covington
Tyson va donner si Dana White s'en tient à ses propos. Enfin, pour en venir au main event de la soirée, eh bien, que dire à part, c'est extrêmement impressionnant de la part de Volkanovski. Ce mec-là est un monstre, c'est réellement un monstre. Lorsqu'on voit la manière dont il a outstriké de Korean Zombie, tu te dis, there is level to this. Il y a vraiment des niveaux à cet art que sont le MMA, les arts martiaux mixtes. Et j'ai adoré le stoppage d'Hermdin. Le fait de stopper le combat debout a permis d'éviter de nombreux dégâts inutiles sur The Korean Zombie. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir de plus en plus souvent en MMA et pas forcément attendre que le fighter soit knockdown au sol et qu'il se mange un ground and pound de l'enfer. Sur ce, la Goat Family, je vais pas m'éterniser là-dessus. Volkanovski, je pense que c'est vrai, on donne pas assez de respect et de crédit sur son nom parce que pour moi, c'est l'un des combattants littéralement top 3, top 2 même. Toutes catégories confondues, c'est impressionnant ce qu'il propose. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a pas plus de crédit que ça. C'est peut-être aussi à cause de nous, les médias, on donne pas assez de crédit à Volkanovski et du coup, je me jette la pierre dessus. Et j'aimerais bien voir potentiellement un autre combat avec Holloway ou d'autres prospects qui arrivent en force. Sur ce, la Goat Family, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner au Twitter et au Instagram. On poste énormément en ce moment. Merci du soutien, merci de commenter, de liker. Et sur ce, je vous dis I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.